c'est ton émission dédiée aux acteurs du milieu du football. Transfert, anecdotes, business, parfois anecdotes croustillantes aussi. Tout sera révélé ici. C'est un plaisir de vous retrouver parce que cette semaine, on est avec monsieur Luis Ferrer, ancien directeur sportif adjoint du Paris Saint-Germain. Il a participé au recrutement de nombreuses stars du PSG que vous avez adoré voir sur le terrain et notamment la prolongation de Kylian Mbappé. Il est aujourd'hui agent de joueur et on a toute une série de choses à lui poser, toute une série de choses à lui raconter. Oui, c'est sûr, lui aussi, certainement. Mais ce qui est certain, c'est qu'on va te demander à toi de liker cette émission et évidemment, n'hésite pas à lâcher ton meilleur commentaire. Si tu es en podcast, à chaque fois, les 5 étoiles et le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on remercie évidemment notre partenaire Unibet Experts pour le soutien. Tout de suite, on est parti avec le meeting. Luis, comment ça va? Sacha, merci beaucoup de ton invitation. Mais merci à toi d'être là. Merci à toi de t'être déplacé à chaque fois. On a réussi à trouver enfin un moment ensemble dans ton immense agenda, amigo. Non, c'est vrai que moi, j'ai fait un choix avec ce n'est pas mon rôle, les médias, ni parler. Non, là, avec toi, tu représentes la Belgique et je tenais quand même à faire un geste avec la Belgique. Je trouve qu'au niveau football, c'est en train d'évoluer à une vitesse énorme. Oui, c'est intéressant parce que toi, on le rappelle, ancien joueur professionnel, ancien recruteur, aussi passé par la case des dirigeants, aujourd'hui agent, tu arrives à bien évaluer la qualité d'un joueur. La Belgique, ça t'intéresse aussi pour ça. Il y a de belles perspectives d'évolution dans les talents qu'on a chez nous. Bien sûr. Aujourd'hui, on va dire, oui, j'ai changé mon travail. Mon travail, c'était toujours scouting, recruteur pour les clubs. Les clubs où j'ai travaillé, c'était en France. Donc, il n'y avait pas trop de rapproche avec on va dire, oui, pour venir, on va dire, voler ou piquer ou trouver une pépite belge pour les faire venir en France. Et aujourd'hui, ça a changé ma vision, dans le sens qu'aujourd'hui, je dois ouvrir ces réseaux, me faire connaître en Belgique avec les clubs et proposer mes services. Mes services, c'est quoi? Des joueurs de qualité, soit d'Amérique du Sud, soit de la France, qu'effectivement, j'ai la chance d'avoir pris pour mon agence. Oui, et puis on va en parler évidemment avec précision, mais on va commencer par le début, le départ, parce que c'est important aussi de comprendre d'où tu viens. Ancien, on le disait, joueur professionnel, formé du côté de River Plate. C'est important parce que tu as joué, notamment tu as été formé dans la même équipe qu'un certain Marcelo Gallardo, dans un certain légende. Crespo. Eh oui, je suis supporter de l'Inter, il faut le dire. Oui, forcément, Hernan Crespo, la légende, tu as joué avec lui. J'ai eu la chance d'être dans ces grands clubs River Plate, faire la formation à River Plate, jouer. À l'époque, l'équipe réserve jouait 2 heures avant l'équipe 1. Donc à 17 ans, jouer devant 90 000 spectateurs, c'était une expérience unique. Oui, c'est absolument dingue. Et après, ça s'est vu que je n'avais pas la qualité suffisante comme Gallardo, Mathias Almeida, et Hernan Crespo. Donc Mais quand même, le football m'a permis ça. Aujourd'hui, je suis face à toi grâce au football. Et puis tu vois aujourd'hui que c'est des joueurs exceptionnels qui se sont reconvertis en entraîneurs. Très souvent, Mathias Almeida est passé... et là, il est à Séville. Et à Séville. Hernan Crespo, il est à Sao Paulo, au Brésil. Marcelo Gallardo. Bon, Marcelo Gallardo, c'est une légende. Une légende aujourd'hui à River Plate. C'est assez dingue, effectivement, de voir un peu avec qui tu as côtoyé, tout simplement, dans ce milieu. Je voulais te demander, pourquoi tu penses que tu n'as pas réussi dans le foot? Qu'est-ce qui te manquait? D'abord, c'est une qualité. Être footballeur, tu ne peux pas l'acheter, c'est naturellement. Et malheureusement, oui, j'avais le mental, les forces, l'attitude, mes qualités techniques. J'étais défenseur. Si tu fais venir un Argentin d'Amérique du Sud, c'est pour qu'il soit un attaquant, un buteur, un créateur. Et ce n'était pas mon profil. Mon profil, c'était un milieu ou un défenseur. Donc, c'est simplement, c'est comme ça. Mais voilà. Mais après, j'ai eu la revanche, comme j'appelle. Je n'ai pas réussi même si j'ai fait une petite carrière. Mais ça m'a permis de
faire aujourd'hui ce que je fais dans le football ou ce que j'ai pu faire après le foot. Mais tu sais, amigo, c'est hyper intéressant de t'avoir parce qu'on peut aborder beaucoup de sujets différents. Parce que justement, tu vas nous permettre de comprendre comment c'est possible de passer de différents mondes. Parce que dans le monde du football, il y a des petits mondes à l'intérieur du monde. Tu l'as dit, joueur, forcément recruteur, directeur sportif, agent, entraîneur. Et ça nous permet peut-être de faire le lien, grâce à ta venue, entre tout ça. Moi, je veux revenir surtout aujourd'hui aussi sur le côté spécifique lié au football sud-américain. Parce que tu vas m'aider à comprendre en fait comment fonctionne ce football et comment est-ce qu'on réussit dans le football sud-américain aussi. Parce que j'ai l'impression qu'un joueur qui joue là-bas n'a pas besoin nécessairement d'avoir les mêmes qualités ou a besoin d'avoir des qualités différentes qu'on demande, en tout cas, qu'un joueur européen. À la base, pour résumer ce que c'est le football en Amérique du Sud, c'est une culture, une religion. Donc à partir de là, que c'est tellement important de le quotidien, on ne peut pas comparer ici. On ne peut pas. Ici, en Europe, le football s'est vu d'une autre façon. C'est pour ça que je dis, c'est différent. Ce n'est pas... On ne peut pas comparer. Donc, bien sûr que je peux te parler un peu des choses de là-bas, mais bon. Mais c'est... D'un point de vue technicité aussi, d'un point de vue propriété du joueur, c'est différent. Il y a quand même d'autres joueurs qui réussissent là-bas et qui ne réussissent pas forcément en Europe. Tu vois ce que je veux dire? Il y a peut-être des profils aussi qui sont bien spécifiques liés à l'Amérique du Sud. Avant, c'était typique le numéro 10, qui est ici, on va dire, ça n'existait pas. Ça ne jouait pas trop avec le vrai numéro 10, qui c'était derrière les deux attaquants, qui ne travaillait pas trop. Aujourd'hui, le foot a changé, mais même en Amérique du Sud. Aujourd'hui, c'est physique. C'est intensité, comme on appelle. Si on ne peut pas se permettre d'avoir un joueur de moins qui ne travaille pas, parce que c'était le numéro 10. Donc là, c'est en train d'évoluer ces mentalités, même en Amérique du Sud. Et toi, alors, qu'est-ce qui t'a manqué? Parce que tu m'as dit, moi, quand j'étais en formation à River Plate, on le rappelle, tu es argentin, hein, donc d'origine, j'étais pas aussi bon que des Marcelo Gallardo ou que des Hernan Crespo. Qu'est-ce qui t'a manqué que eux, ils avaient, que toi, tu n'avais pas? Bon, d'abord, c'est le poste et le profil. Okay. Eux, c'était vraiment des joueurs top niveau. Okay. Donc là, effectivement, en Amérique du Sud, on a eu la chance qu'on forme beaucoup de défenseurs centrales. Et on est fort à ces postes-là. Mais après, je dois assumer la réalité que j'ai eu la chance de les voir du concret. Je n'étais pas, c'est comme ça, je n'étais pas, ma qualité n'était pas assez pour un top niveau pour l'Europe. Donc voilà, j'ai eu la chance, on va dire, d'arriver en France. Je suis venu en 1996 à la ville de Grenoble. C'était un club de national à l'époque, 3e division. Oui, ce niveau, ça m'allait bien parce qu'à la fin, ensuite, j'ai fait Paris Football Club. C'était un niveau national. Donc, à ce niveau-là, ça m'allait très bien. Pour passer plus haut, il n'y avait pas que la qualité, mais il y avait aussi une histoire de passeport. Je n'avais pas de passeport communautaire à l'époque. Donc, c'était que l'Argentin. Et c'est là que je parle qu'on ne va pas faire venir un défenseur ou un joueur moyen pour occuper une place. Donc cette place étrangère, on les gardait pour les top joueurs. Il y a aussi une chose pour laquelle je trouve que tu es hyper légitime, parce que tu l'as vécu, c'est l'adaptabilité. Comment est-ce qu'on s'adapte quand on est un joueur sud-américain et qu'on arrive en Europe? Et toi, tu l'as vécu, tu as dû t'adapter. Comment ça s'est passé pour toi? Je pense que c'était ça ma qualité. C'était la qualité grâce à l'éducation que j'ai eue. Et donc j'étais vraiment avec une aptitude positive. Je souhaitais m'adapter. Et j'ai vu qu'en face à des joueurs de plus gros potentiel que moi, ils ne s'adaptaient pas en Europe. En France notamment. Parce qu'on est arrivé à 2. Et l'autre joueur qui s'appelle Martín Ojeda, qui sort de River Plate, qui avait fait des matchs amicaux, un tournoi avec River contre la Roma, Real Madrid, et qu'il avait vraiment des qualités, mais au niveau mental, il a fait qu'une année, il ne voulait plus rester en France, parce que l'adaptation, c'est différent. Et c'est vrai que peut-être ces côtés-là, oui. Mentalement,
je souhaitais, ça m'a plu la vie en Europe, que c'est en France à l'époque. Et même si on avait arrivé à Grenoble, mais on a eu la chance de... À ce moment-là, on avait visité, on était invité par Hernan Crespo, qui était à Parme, avec Juan Sebastián Verón, qui était à la Sampdoria, qu'on a pu connaître à cette époque. On parle de 90, saison 96-97. Christian Carambeu, qui jouait à la Sampdoria. Donc on a découvert un monde nouveau et que ça m'allait à la perfection. Toi, ça t'a tout de suite charmé, l'Europe, Oui, le football européen, oui, t'as tout de suite convenu. Comment t'as fait pour prendre tes premières marques, pour te sentir chez toi? Ça sort naturellement. C'est là que je fais la remarque d'une éducation. L'éducation, c'est très importante de ce que tu grandis chez toi avec l'éducation d'apprendre l'anglais. J'ai eu même français à l'école. Donc, voilà, c'est ça que j'appelle l'éducation. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tu as certainement eu un club qui t'a mis dans les bonnes conditions pour pouvoir t'adapter au mieux au football européen. C'est vrai que River, c'est une école de formation fantastique. Et même à l'époque. Donc là, à partir du moment que tu as une base du football, plus l'éducation, ça va tout seul, naturellement. Non, mais c'est intéressant parce que effectivement, ce lien-là n'est pas évident. Je vois beaucoup de joueurs, je te prends par exemple un cas qu'on connaît en Belgique, celui de Kevin Rodriguez, qui est un international équatorien, qui est arrivé d'un club qui s'appelle Independiente del Valle, qui est un club très très connu, duquel vient William Pacho, duquel vient Nilson Angulo aussi d'Anderlecht, etc. Mais il lui a fallu quasiment 6 mois pour s'adapter au football de l'Union Saint-Gilloise, qui est un football très spécifique avec beaucoup de chiffres, des data, un football aussi qui donne beaucoup de réflexion. Il faut avoir une certaine intelligence de jeu pour s'adapter au type de football justement de l'Union Saint-Gilloise. Mais en Europe aussi, d'une manière générale, comment est-ce qu'on fait pour... Est-ce qu'il faut, par exemple, quand on achète un joueur sud-américain, accepter d'avoir ces 6 mois de battement en disant c'est bon, il doit s'adapter, il doit être là, on attend? Je pense que oui. C'est une force qu'un club doit avoir, la force d'avoir une structure, d'avoir des personnes qui vont faciliter l'intégration. Ça, c'est l'ABC du football. Par mon passé, par mon expérience. Si le club il n'est pas adapté à ça, il n'a pas la structure, il n'a pas les gens qui travaillent au club dans les quotidiens, ça ne sert à rien d'aller chercher un Sud-Américain. Ça ne sert à rien. Donc, Et au Paris Saint-Germain, comment vous avez fait pour mettre justement en place cette structure d'adaptation par rapport aux joueurs sud-américains, et comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez mis en place comme process, comme procédé pour que ça fonctionne bien? Pour faire une réponse plus claire et complète, je vais te parler d'abord à Saint-Étienne. D'accord. Pas Paris Saint-Germain, parce que tu vas comprendre pourquoi. À Saint-Étienne, que j'ai fait le même rôle que Paris Saint-Germain, on a fait venir à 17 ans avec Omar Da Fonseca, le directeur sportif, et moi j'étais le numéro 2 du club, à un niveau sportif. Et on fait venir Javier Pastore. Donc même, on l'a fait venir 3 fois. On avait un accord, qu'à l'époque c'était Bernard Cayasso, le président, qui a fait un accord avec les clubs Talleres de Córdoba, que lui-même, il était, vu que nous, on était argentins, qu'on va faire venir des jeunes joueurs. Voilà, pour ne pas faire longue la réponse, les clubs de Saint-Étienne n'étaient pas prêts. Il n'y avait pas de structure, il n'y avait pas les entraîneurs capacités à comprendre ça. Et les entraîneurs, aujourd'hui, s'ils n'ont pas la capacité à comprendre comment c'est un Sud-Américain, quelle exigence, comment travailler, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Pour ces motifs-là, que ça n'a pas marché. Un an plus tard, il était vendu, il va gratuitement, il part dans un club à Huracan, il joue en Ligue 1, et plus tard, il est vendu à Palermo en 8 millions d'euros. Donc, et là, pour compléter la réponse, Paris Saint-Germain, les joueurs qui sont venus comme Di Maria, Paredes, Lavezzi, les mêmes Pastore, les clubs, nous, on était prêts à l'accueillir. On était prêts. Donc, il y avait les structures. Donc, il n'y avait aucun problème. Voilà, voilà la réponse, que soit claire.
expliquer la situation des étrangers en Europe. Mais moi, quand je parle de structure, je vais aller encore plus dans la profondeur de la réponse, parce que je connais notamment des clubs qui ont des gens qui sont payés à l'intérieur des employés du club pour pouvoir uniquement s'occuper des joueurs étrangers, et en l'occurrence des joueurs sud-américains. Par exemple, en 2013-2014, à l'époque où il y avait un joueur qui s'appelait Nacho González, international uruguayen au Standard, ou alors Luis Seijas, un ancien international sud-américain également, qui est, je pense, d'origine équatorienne. Quand ils sont arrivés, ils étaient un peu perdus. À Liège, en Belgique, il faisait froid, etc. C'était compliqué. Et ils ont été chaperonnés par une personne, Monsieur Dubois, qui les a aidés à tout simplement comprendre où est-ce qu'on allait manger, comprendre comment est-ce qu'on faisait, etc. Est-ce que ça aussi, c'est des choses que vous mettiez en place, que ce soit à Saint-Étienne ou ailleurs? Ah, bien sûr, mais voilà la différence. À Paris, on a monté tous ces types de choses. À Saint-Étienne, on n'a pas eu le temps de... On a fait, on va dire... L'idée, elle était très bonne d'aller les chercher, mais on n'avait pas la structure, les personnes qui puissent, à Saint-Étienne, les montrer tout ce que tu viens de dire, ce que personne y fait, de quel restaurant. Non, moi, j'étais l'œil pour choisir, mais après, pour l'adaptation de tous les jours... Ce n'était pas mon rôle, donc on devait avoir quelqu'un à mettre, et on ne l'avait pas, et on l'a senti. La preuve, il est là, qu'on a laissé les choses à les entraîneurs choisir à notre place, et les entraîneurs, ils veulent des résultats immédiats. Ils veulent que tu amènes un attaquant sud-américain, ils le voient par première fois, ils veulent que tu marques 5 buts. Même pas 3, il n'est pas content. Et ce n'est pas comme ça le football. Voilà. Est-ce qu'on fait un transfert en Amérique du Sud, comme on le fait en Europe? Est-ce que quand on est directeur ou recruteur, on utilise les mêmes modèles pour pouvoir recruter en Amérique du Sud comme en Europe? Est-ce que les négociations aussi sont les mêmes entre un dirigeant sud-américain et un dirigeant européen? Comment ça se passe? Explique-moi. Si je dois négocier avec Boca Juniors ou Rosario Central, comment ça se passe? Aujourd'hui, c'est un peu équilibré, c'est un peu la même méthode qu'ici. Aujourd'hui, il y a quelques années à l'arrière, c'était pas de cette façon. À l'époque que j'ai dû faire les cas, tu as dit Lo Celso. Effectivement, je suis allé à Rosario, la ville, pour le faire. D'abord, c'était pour les superviser, ensuite aller voir la famille, ensuite voir son passeport, s'il y avait vraiment un passeport italien, parce qu'on a été les places, ils étaient complètes. Et à l'époque, ce n'était pas la même chose qu'aujourd'hui, qui est en train de moderniser, bien sûr, de mettre une structure ou un directeur sportif qui soit vraiment de connaissances. Donc aujourd'hui, c'est un peu les mêmes, pour te répondre, c'est un peu les mêmes méthodes qu'ici. Négociation, pareil. Oui, ok, c'est intéressant. Les différents paramètres qui rentrent en compte quand on est un recruteur et qu'on doit choisir un joueur sud-américain pour aller en Europe, c'est quoi? Sur quoi tu te bases pour dire ce joueur-là, par rapport à un autre, il va mieux réussir en Europe? Comme je dis toujours, ça dépend des postes. Ici, on ne va pas amener un milieu défensif ou des latéraux. Donc, on sait qu'en Argentin, l'attaquant, défenseur central, c'est des profils que, ici en Europe, même France, Belgique, on a un peu plus du mal à trouver. D'accord. Donc on va aller chercher plus ça. Si on veut un latéral droit, latéral gauche, véloce, rapidité, offensif, peut-être on va aller plus vers le Brésil. Et donc ça dépend. Ça dépend un petit peu tes clubs, tes besoins et tes idées. Ça veut dire que les recruteurs ont déjà des idées un petit peu préconçues, réfléchies en amont, en disant... Ce type de profil-là, je vais plus le chercher dans ce pays-là, en Amérique du Sud? C'est-à-dire qu'automatiquement, tu maîtrises les marchés brésiliens, marché uruguayen, marché argentin. Donc, au moment que tu fais la comparaison, tu vas voir que ton latéral droit, il est supérieur à l'uruguayen et l'argentin, par exemple. Donc là, tu vas plus aller vers ces profils-là. Donc, tu essayes de trouver, mais bon, d'abord, il faut avoir une connaissance, de connaître tout. C'est là que, je comprends. C'est là que pour moi c'est très important d'avoir une maîtrise des marchés. Et après, bien sûr, quand tu es ici, c'est pas pareil qu'être sur place.
il y a aussi quelque chose de particulier dont tu n'as pas encore parlé, mais que moi j'aimerais aborder avec toi. C'est la première fois qu'on fait dans le podcast. C'est la fameuse figure de l'inversor. Parce qu'en Amérique du Sud, c'est très très important. Si toi tu peux nous expliquer aux gens qui ne connaissent pas et qui évidemment regardent la télé aujourd'hui, quelle est vraiment la spécificité de l'inversor en Amérique du Sud, parce que ça change beaucoup la manière dont on négocie entre clubs, dont un club européen, par exemple, je sais pas moi, Paris ou Saint-Étienne, peut négocier avec un club uruguayen, Montevideo, etc. Comment ça fonctionne l'inversor? Bon, je pense que comme je suis quelqu'un du football, je me considère football, ça c'est côté business. Je peux te l'expliquer, c'est très clair. Vas-y. Malheureusement, ça existait jusqu'à maintenant, c'est quelques années à l'arrière, que la FIFA, il a dit stop. Plus le droit de qu'une personne soit propriétaire d'un joueur. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? L'argent qui devait rentrer dans les clubs, il rentrait dans les clubs et à l'endemain il partait. Donc les clubs, ils étaient morts. Morts. Donc voilà, c'est ça de simple la définition, parce que ce n'était pas au club. Et les joueurs, ça n'appartenait pas, les joueurs, au club. Ça appartenait à un tiers, à une personne, à une autre personne, que ce n'était pas l'intérêt du club. Donc c'était l'intérêt de la poche de cette personne. Oui, c'est ça, les agents. C'est un fonds, appelle-le comme chacun l'appelle à sa façon, mais c'est personne externe du club. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, ou parfois c'était un fonds d'investissement avec plusieurs personnes, ou c'était sûr, un agent qui représentait cette fameuse tierce partie. Voilà, et c'était dominé toute l'Amérique du Sud de cette façon, et c'est pour ça que les stades, c'était catastrophe. C'est-à-dire ici, c'était un plaisir de venir à l'époque. On parle j'étais à Saint-Étienne déjà en 2005, 2006, 2007. C'était une période, j'avais la chance de venir souvent voir Anderlecht. Il y avait des Argentins à Anderlecht à un moment. Donc je venais voir les joueurs et on voyait le club comme il était. Organisation, il y a un club, un stade. Même en Argentine, c'était même pour avoir les places, tout était compliqué. Et la violence qu'il y avait. Donc c'était vraiment, vraiment deux choses différentes. Et ça, c'était un grand progrès qu'au moins la FIFA a mis en place pour que le club soit un peu plus... malgré que ça continuait plusieurs années, ça continuait cette histoire de gérer, c'est un peu comme la politique, on va dire... En Amérique du Sud, je ne parle pas en Europe, mais en Amérique du Sud, la politique, c'est tu sais que tu vas durer 2, 3, 5 ans, c'est au maximum voir comment je fais croquer à mes copains, à mes amis, et je me mets tout dans la poche de la sécurité. Voilà, et ça, c'était avec les clubs. Donc, il n'y avait rien dans la caisse du club, sinon on prenait tout. Mais voilà. Tu parles de violence qu'il y avait à l'époque, mais il y en a encore aujourd'hui. Regarde le père de Luis Diaz qui avait été séquestré et qui avait forcément causé de gros problèmes à son fils. Dans la foulée, est-ce que la violence n'est pas toujours là du côté de l'Amérique du Sud? Comment est-ce que l'argent aujourd'hui joue un rôle très important dans même la gestion des vies qui sont très compliquées de ces joueurs sud-américains qui doivent parfois subir des pressions qui sont même inacceptables, quoi. Oui, tout à fait. Ça, c'est ça que j'appelle ce qu'on vit aujourd'hui en Europe. En Europe, ça n'existait pas, ça. On peut partir... Il y a certains moments, il y a eu en France, à Marseille, à Paris, 2 villes, parce que je ne parle pas d'Espagne, ça n'existait pas. Portugal, ça n'existait pas. Même dans les top 5 ligues en Europe, ça n'existait pas, à part un petit peu de France, comme je dis, Paris, Marseille. Mais en Amérique du Sud, c'est un problème social, c'est pas un problème de football, c'est un problème social qui fait que si tu as de l'argent, fais attention, parce que ce n'est pas, c'est des autres types de gens qui t'ont ciblé, parce que c'est un peu malheureux, mais c'est le problème social qui existe en Amérique du Sud, de faire attention à ça. Tu connais des joueurs personnellement qui ont déjà été victimes de cette violence-là? Bien sûr, ah oui, en Amérique du Sud, bien sûr. Tu peux me raconter une histoire? C'est vrai que, parce que je l'ai eu avec des joueurs même de Paris Saint-Germain, qui a eu ce type de violence.
et c'était des Argentins. Il n'y en a pas beaucoup, Argentins qui sont joués au Paris Saint-Germain. Mais je préfère commencer à rester un peu privé. Non, mais tu n'es pas obligé de dire le nom du joueur, c'est ça le gêne. Tu peux expliquer l'histoire. Non, ce qui s'est passé. De faire ça vient d'une ville importante d'Argentine, donc des menaces. Donc avec la peur d'aller au pays, avec la menace. Voilà. Et donc du coup, il passait par des gens de la famille du joueur en question pour le menacer. Mais l'histoire c'est que les menaces c'est aussi pour la famille. Donc tu dois partir en vacances dans ton pays et tu dois faire attention à tout, de ne pas communiquer avec leur touche. C'est ce type de choses que c'est vrai que quand on est ici, on ne se rend pas compte qu'au niveau de la sécurité qu'on a ici, c'est une chance énorme que pour quelqu'un d'Amérique du Sud qui a réussi, il vient dans son pays, que c'est le plus fier, tu as la famille et tout, tu dois faire attention à ça. C'est ça que c'est triste. Mais bon, c'est comme ça fait partie. Et c'est la vie. Surtout dans un pays qui ne vit que pour le football. Et mais voilà. Et je pense, je prends la responsabilité dans le sens que c'est mon point de vue. Pourquoi Lionel Messi, il est parti jouer à l'Inter de Miami et il n'a pas été à Newell's Old Boys, son club de son amour, qu'il lui-même il a fait. Je pense qu'il y a une on va dire, la question de la sécurité qui s'est posée. Et tu penses qu'il aurait été harcelé au quotidien, ça aurait été invivable? Je pense que Di Maria, il a fait son choix. Di Maria, il a fait le choix. Mais je pense que Messi, ça aurait été un peu difficile parce qu'aujourd'hui, il faut dire la réalité. Messi, il gagne la Coupe du Monde au Qatar avec l'Argentine et il est arrivé avec au même, on va dire, que Maradona. Mais avant de l'avoir gagné, pour les Argentins, c'était très exigeant avec lui, mais aussi des parties déplacées, même des journalistes, comment il est traité. Et il était traité d'une façon complètement différente à celle-là d'aujourd'hui. Oui, ça c'est sûr, avec la passion passion du peuple. Ça change. Tu gagnes, tu es un dieu, tu as perdu et tu la manque de respect total. C'est intéressant. On va parler de ton époque de recruteur que tu as démarré en 2009 pour le Paris Saint-Germain. Mais avant de ça, je voulais justement axer plutôt sur ce travail que tu as eu, le même travail de recruteur, mais à Saint-Étienne. Quel est le transfert qui a vraiment lancé ta carrière, où tu t'estimes que là, ça y est, Luis Ferrer, il est dans la place? Je pense que j'ai eu la chance avec Blaise Matuidi, il est venu de Troyes. Et donc, j'ai eu quelques matchs à les superviser, comme Dimitri Payet, qui est venu de Nantes. Mais Blaise Matuidi, j'ai eu la chance de l'avoir choisi au Paris Saint-Germain également. Et ça ne rentrait pas dans l'idée du Qatar, du Paris Saint-Germain, de Leonardo, que c'est lui-même qui m'a dit, Luis, aujourd'hui on va être un club top 10 au monde. Parce qu'à l'époque, Paris Saint-Germain, ce n'était pas la même... au niveau des Champions League, à peine on arrivait à qualifier, mais il y avait pas, tu ne pouvais même pas passer une fois de les phases du groupe. Et j'ai eu la chance que, de suite, même en interne, ce côté que j'ai vu, pourquoi on l'a recruté, Blaise Matuidi, il avait cette capacité d'être collectif. Il courait pour tout le monde. Il courait au milieu, et comme je lui disais, tu récupères et tu donnes à ceux qui savent jouer. Verratti, tu avais Pastore. Et il faisait le travail, il connaissait très bien ses qualités. Et avec ça, c'était un résultat que lui-même, il a fini comme champion du monde. Et c'est ça que pour moi, c'était un plaisir. C'est des choses qu'on travaille pour ça. C'est-à-dire qu'en tant que recruteur, tu as vraiment détecté en te disant, quand il était à 3, ce joueur-là va réussir. Et tu savais déjà qu'il allait devenir un grand joueur à ce moment-là ou pas? Peut-être c'est fou ce que je vais dire, mais je les voyais clairs par rapport à ses qualités. Qualité que je ne voyais pas quelqu'un d'autant de volonté. Aucun
volume de jeu, l'impact physique, récupérateur, je ne les voyais pas chez un autre joueur. Donc je voyais et je parlais avec lui. On avait cette chance de lui mettre ça dans la tête, de lui donner les bons conseils peut-être. Et finalement, réussi. Champion du monde, un joueur. Et voilà, donc il a fait une carrière exceptionnelle. Non, c'est clair. Et puis surtout, ça t'a donc permis d'être lancé. Voilà la question, pourquoi ces joueurs ils m'ont lancé, parce qu'après, j'ai pris confiance en moi-même. Ça, on parle de 2007 ou 2008, je ne me souviens même pas quelle année c'était l'arrivée. Je suis allé même les voir à la visite médicale. Les jours, c'est moi qui ai fait la visite médicale. Et donc, imaginons de quelle époque on parle. Hein. Et c'est là qui m'a pris un peu mentalement, ça m'a réaffirmé par rapport à mes joies, par rapport à ma vision du football. À ce moment-là, c'est une autre manière de percevoir le recrutement. Quand on est à Saint-Étienne, on n'achète pas un joueur et on ne recrute pas un joueur de la même manière qu'on le fait au Paris Saint-Germain. Ah oui, non, bien sûr, c'est complètement différent. Malgré que je suis venu au Paris Saint-Germain, c'est Alain Roche, le directeur sportif, qui me fait une proposition pour venir de Saint-Étienne à Paris Saint-Germain. Mais à l'époque, le président, c'était Romain Leproux, l'entraîneur Antoine Camboiré, rien à voir par rapport à Qatar ou le Paris Saint-Germain d'aujourd'hui. Donc c'était pour faire ce travail. On n'avait pas d'argent, donc d'aller faire ce travail. Donc voilà. Et ça veut dire qu'en gros, tu as dû t'adapter même à l'intérieur de la structure Paris Saint-Germain avec le temps. Ta manière de recrutement, tes méthodes, ce que tu allais chercher, ce que tu allais demander justement aux agents ou aux différents partenaires que tu as, avec qui tu travailles dans le milieu du football, c'était pas la même chose de l'époque Qatar que... Bien sûr. Par exemple, je donne un exemple pour être concret. S'il n'y avait pas le nouveau propriétaire, les Qatar, qui c'est le nouveau propriétaire, les idées, on va dire, c'était projet, ou c'était, comment dire, je ne trouve pas les mots, mais c'était être focalisé à faire le mieux. D'accord. Avoir le top. Ouais. Okay. C'est l'objectif. L'objectif. Ouais. Si on n'avait pas ça, c'était impossible d'avoir... Je n'aurais pas pris Giovanni Lo Celso. Giovanni Lo Celso, c'était plus un pari, plus qu'un joueur confirmé. Donc, et avant de Qatar, on n'avait pas cet argent pour aller chercher. Tu vois la différence, Sacha? Oui, je comprends. Je me fais comprendre qu'avant, tu étais dans les minimums des minimums, tu n'avais pas d'argent, tu ne pouvais pas faire quoi que ce soit. Là, il y avait un risque, mais bon, tu pouvais te permettre de prendre des risques. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir comment est-ce que la manière dont toi, tu as recruté à ce moment-là a changé entre maintenant, par exemple, d'une manière générale, si toi, tu dois prendre du recul aujourd'hui que tu es agent, entre en 2025, un recruteur dans un club comme le Paris Saint-Germain, on recrute, et la manière dont il travaille, avec notamment Luis Campos, etc., et ton époque à toi, quand tu arrives en 2009. Tu vois, c'est quoi la grande différence entre les deux? Tout a changé. Je pense que tout a changé. À l'époque, c'est comme je parlais, l'exemple de Blaise Matuidi, ton ressenti, le travail de terrain, d'aller voir la mentalité. Aujourd'hui, il y a des clubs qui m'expliquent qu'ils font que la data. Je respecte, mais ce n'était pas du tout ma façon de voir. Ok, la data, il va m'aider, il peut m'aider. Mais la data, c'est mes yeux, mon sentiment. La data, il ne va pas me dire si la passe qu'il fait, c'est une vraie passe dangereuse ou c'est une passe latérale que ça ne sert à rien. Voilà, tous ces types de choses, c'est pour ça que pour moi, le football, c'est l'œil humain. Nous, les ressentis qu'on avait, j'ai 50 ans, j'ai passé toutes les casquettes du football, même entraîneur, je finis ma carrière, je voulais être entraîneur. Et j'ai senti que ce n'était pas du tout moi. C'était pas... Voilà, de suite que j'ai commencé à faire le travail de recruteur, je me sentis que c'était ça ma... Donc voilà, pourquoi j'appelle l'œil, la sensation, ça ne paye pas la data. Très bien, je l'assume, hein, oui, ça sert. Mais il ne faut pas se tromper, comme j'ai eu certains présidents de clubs qui m'ont dit non, nous on fait qu'avec la data. Là, j'ai répondu de la même façon comme je viens de le faire.
Mais tu as le sentiment qu'on a changé de monde avec la data? Oui, oui. Malheureusement, oui. Et malheureusement, c'est intéressant que tu dises malheureusement. Ça veut dire que toi, tu penses que ça n'apporte pas nécessairement tout le positif que ça doit apporter. Non, parce que comment souvent ça, j'étais frustré d'un joueur que c'était vraiment quelque chose à travailler, mais comme la data elle n'était pas suffisante, donc ils ne me l'ont pas pris. Mhm. Mais voilà. Si la data, il aurait marché avec Giovanni Lo Celso, jamais il aurait pu venir à Paris Saint-Germain, ou la carrière qu'il a fait. Mhm. Voilà l'histoire de la data. À la data, à ce moment-là, avec Giovanni Lo Celso, c'était impossible. Après, si moi je fais l'avocat du diable et que je parle, entre guillemets, pour les défenseurs de la data, Oui, oui. je te dis que Giovanni Lo Celso est un joueur exceptionnel au Paris Saint-Germain, mais il n'a jamais fait la carrière que tout le monde attendait de lui, là-bas. Et C'est vrai ou pas? moi, je pense Ouais. que déjà la carrière qu'il a fait, c'est exceptionnel. Il a joué en équipe nationale d'Argentine, il a fait Tottenham, il est très bien à Betis. Donc, Je moi, pense qu'il n'aurait pas pu faire mieux parce que moi, quand je vois le niveau de Giovanni Lo Celso, je me dis qu'on peut encore espérer de lui qu'il fasse plus au niveau des statistiques, au niveau des... Même dans ce rôle de numéro 10, il avait beaucoup de qualités qu'aujourd'hui, on peut retrouver chez un numéro 8 moderne. Oui. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? bien sûr. Il aurait pu être encore plus fort dans l'impact du club, c'est ça que je veux dire. Non, il faut comprendre qu'à l'époque, Paris Saint-Germain, avec les joueurs qu'il y avait à ses côtés, très difficile. Mhm. Très difficile et très... Comme aujourd'hui, ça peut être un Vitinha, par exemple. C'est vrai, oui, il n'a pas fait comme un effet, comme un Vitinha, comme Verratti. Ok, je te l'accepte. Mais la carrière qu'il fait, pour moi, c'est très bonne carrière, mais même respect. J'ai énormément de respect par rapport à ce qu'il a réussi. Non, Ce mais- n'est pas simple, c'est pas simple. Mais on va y venir, hein, de toute façon, sur tous tes Oui. différents joueurs que tu as recrutés au Paris Saint-Germain. On a encore le temps, on fera ça dans quelques instants. Ok. Mais je voulais savoir, parce qu'en tant que recruteur, on voit les joueurs et on sent aussi tu parles de feeling tout à l'heure, on sent aussi la manière dont ils pensent le football. Est-ce que un joueur sud-américain, il pense autrement à jouer au football qu'un joueur européen? Là, oui, à 100%. Complètement différent. Les joueurs sud-américains, ils s'élèvent, ils pensent au football. Ils mangent, ils pensent au football. Et il va faire dodo, il va dormir et il pense au football. Ah, là, c'est la mentalité. Ouais. Et pour moi, la grande preuve, c'était la finale de la Coupe du Monde exceptionnelle au Qatar, Argentine, France. Argentine, si tu mets les papiers, tu fais la comparaison, poste par poste, joueur par joueur, à part Messi, mais le reste, pour moi, il n'y a pas un. Mhm. Il n'y a pas un Argentin qui est supérieur chez les Français. Et à mon avis, ils l'ont gagné par le mental. Le mental, la grinta comme on appelle. Mhm. C'était gagné, premier mi-temps, l'intensité, mais avec la vraie niaque. Aussi, ça compte qu'il y a eu la revanche. Parce que les Argentins, il y avait cette revanche de 2018, que c'est les Français qui l'ont dominé, archi-dominé. Donc, il y a tout ça a été, on va dire, une histoire de mental. Tu sais que c'est intéressant ce que tu dis parce que me vient une réflexion sur la qualité des joueurs européens. Moi, je me dis que tu parles notamment de cette finale France-Argentine. Pour moi, la qualité individuelle brute d'un joueur européen, comme par exemple des joueurs de l'équipe de France, est plus importante que la qualité individuelle brute, par exemple à ce moment-là des joueurs de l'équipe nationale argentine une par une, mais leur énergie collective, leur sens commun autour justement de l'Albi Céleste était tellement fort que c'était incomparable par rapport à la France de Didier Deschamps. C'est-à-dire qu'on avait 11 joueurs contre une nation, quoi. Tu as, voilà, 100% d'accord avec toi. Tu as résumé. Tu as trouvé les mots que peut-être avec mon français, hein, même si ça fait ça va. Tu 20 parles ans, bien, c'est non, bien. même avec ce temps-là que je suis en France, mais voilà, mais tu as trouvé les mots exacts. Mais c'est intéressant aussi d'aller sur ce sujet-là. Ça veut dire que quand, par exemple, un recruteur va aller chercher un joueur sud-américain, il pense d'abord à comment est-ce qu'il va comprendre le collectif, comment est-ce qu'il va s'adapter à mon équipe. Bien sûr.
c'est l'ABC du métier, Ouais. on apprend. De connaître toi tes besoins, de connaître toi-même ce que tu as besoin, ce que tu veux. De connaître tes... Voilà, c'est ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça a évolué énormément, les métiers des scouts. Mhm. Je pense que ça arrive au fin. Parce qu'à l'époque, à mon époque, j'ai commencé et ça n'était pas encore développé. Donc aujourd'hui, je pense que oui, effectivement, il y a une aide que c'est les datas. C'est pour ça que je défends les datas quand même. Hein. Attention, je ne suis pas favorable à une seule chose quand on me dit qu'on fait que la data. Ça, je ne suis pas favorable. Mais après, je ne suis pas d'accord. Mais après, je suis bien favorable à la data et tous les nouvelles méthodes de recrutement. Parce que ça t'aide aussi maintenant que tu es agent, la data. Ah oui, mais bien sûr. Ouais. Parce que maintenant, s'il n'y a pas la data, je sais qu'ils ne vont pas me les prendre. Donc, Ouais, c'est ça. c'est là qu'on doit travailler avec. Hein. Et donc toi aussi, en tant qu'agent maintenant, on y viendra plus tard, mais tu fais tes choix en fonction de ça. Ça veut dire que tu dis, si ce joueur-là, il a de la data, j'ai plus envie de le signer lui. Oui, c'est ça. Ok. Malheureusement, je dois m'adapter à ça. Parce que même aujourd'hui, si même moi, je suis convaincu de ces joueurs, on va faire, mais comme je ne suis pas un grand vendeur, hein, c'est vrai, je l'assume, hein, je suis du football, je ne suis pas un commercial. Il y a des agents ils arrivent, qui me donnent envie même de lui donner mes joueurs pour qu'ils aillent les vendre. Parce que c'est des vrais vendeurs, ils te vendent, moi je ne sais pas ces qualités. Mhm. Donc je n'arrive pas à m'asseoir avec un président et être 10 fois de répéter la même chose. Le président il me dit non, je n'essaye pas. Donc je ne suis pas quelqu'un qui va non plus. Et c'est un défaut parce que je dois les faire comprendre que c'est le joueur qu'il te faut. Et insister, mais bon, c'est chacun ses qualités. Et quand tu dois vendre justement un joueur, par exemple, à ton directeur sportif ou à ton président quand tu es recruteur, pourquoi tu vas chercher un Sud-Américain plutôt qu'un Européen? Qu'est-ce que tu apportes qu'est-ce que lui va apporter, par exemple, comme plus-value, le footballeur sud-américain? Je vais te donner une réponse très simple. Malheureusement, c'est une histoire d'argent. Là-bas, mais ça a changé. Regardez la différence aujourd'hui. Avant, là-bas, parce qu'ici, on veut le bon, mais par rapport au prix, on ne peut pas l'obtenir. Mais on va en Amérique du Sud, bien sûr qu'on le trouve. L'histoire qui est en train de changer, parce qu'aujourd'hui, même River Plate, le budget, c'est même aucun club. Le budget de River Plate, c'est supérieur à toutes les équipes de la France, sauf Paris Saint-Germain. Le reste, River Plate, pour vous donner un exemple, River Plate, il a une capacité énorme au Flamengo, vous avez vu. Qui vient de gagner la Copa Libertadores. Ouais. Les joueurs, les budgets. Donc là, attention, ça a changé. Avant, c'était facile d'aller chercher, maintenant, ça va être un peu plus compliqué. Donc ça veut dire que les grands clubs sud-américains peuvent faire aussi des transferts importants avec des grosses sommes d'indemnités de transfert, mais c'est pas très public. On n'en parle pas énormément, mais ils ont cette capacité à mettre aussi au portefeuille. C'est pas connu, mais moi, je suis dedans. C'est ça mon travail. Et je vois la capacité qui maintenant, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. Ah, c'est intéressant, très intéressant. On revient dans quelques instants avec Luis Ferrer pour aborder tout le chapitre Paris Saint-Germain, également sa méthode d'agent. Ce sera juste après ceci, si vous êtes sur LN24. Et on est de retour avec Luis Ferrer, l'ancien directeur sportif adjoint du Paris Saint-Germain, passé recruteur pour l'un des plus grands clubs du monde. C'est une aventure, un chapitre exceptionnel qu'on va ouvrir avec toi. C'est quand même dingue de voir tout ce qui s'est passé au Paris Saint-Germain sur ces dernières années. Quand tu vois le progrès qu'a fait ce club, est-ce que toi-même tu t'en rends compte? Oui, je me rends compte que c'est énorme, mais je ne m'attendais pas non plus. Je suis honnête avec vous. Okay. Dès le premier jour, le président Nasser avec Leonardo, la première réunion qu'on a fait, qui nous ont donné l'objectif, c'était un peu... J'avais du mal à croire qu'on allait être dans les... Ils ont parlé de top 10 au monde. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, j'avais du mal à croire que Paris Saint-Germain
sois capable d'arriver à top 10 au monde. Et aujourd'hui, c'est même mieux que ça. Oui, c'est même beaucoup mieux que ça, puisqu'ils sont champions d'Europe, qu'ils réussissent à faire à chaque fois des coups exceptionnels. On peut penser notamment à Kvaratskhelia, on peut penser notamment au recrutement de Désiré Doué, Kang In-lee, c'est exceptionnel. Je te réponds à ta question, tu m'as posé, tu m'as dit si je m'attendais. Il y a une chose qui est intéressante aussi, c'est qu'au Paris Saint-Germain, aujourd'hui, on a un peu plus de clarté. À ton époque, moi, je trouvais que c'était flou. Alors, tu vas m'expliquer comment ça s'est passé vraiment en interne, mais au départ, j'avais l'impression que ou c'était le directeur sportif qui choisissait, ou c'était l'émir, ou parfois même Nasser, il avait envie d'imposer ses transferts. Comment ça se passait vraiment? Qui décidait? Parce que toi, tu étais à l'intérieur de tout ça. Pour être très, très clair, parce que les gens, et pas que les journalistes, j'ai eu même mon voisin, il me disait, mais c'est facile. De toute façon, c'est Qatar qui vous paye. Qatar, dans le sens, si tu ne peux pas avoir ces joueurs, il y a Qatar des Qatar, ils vont envoyer l'argent. Non, ce n'est pas comme ça. Très, très, très bien structuré. Il y avait un monsieur qui s'appelle Jean-Claude Blanc, c'est lui qui signait. Donc lui, il voulait que tout soit carré. Comme c'est marqué dans la Fédération française de football, comme c'est la FIFA, tout était transparent, les contrats étaient bien enregistrés, homologués, rien, jamais on n'a eu aucun souci. C'est ça que je suis content, qu'on n'a eu jamais un problème. Mais comment elle a évolué la méthode de recrutement entre ta période et toutes celles que tu as vécues? Parce que tu as dû remarquer beaucoup de changements. Tu as parlé de tes directeurs sportifs, Alain Roche, Olivier Létang, Leonardo, il y a eu également Kluivert. C'est beaucoup de directeurs sportifs différents. Comment est-ce qu'on s'en sort quand on est recruteur et qu'on travaille à côté de ces gens-là? Peut-être parce que j'ai eu la chance. Comme j'étais sur place, et tu es mouillé dans le sens... J'ai passé 24 heures je ne comptais pas les heures. J'ai laissé ma vie personnelle pour les clubs, dédié au club, dédié au recrutement, dédié. Et c'est là que quand tu as dans une usine, dans une société, dans ton entreprise, tu as un salarié qui mouille les maillots, qui arrive en première, il sort en dernière, c'est normal que tu les gardes. Et c'est ça, moi j'étais les premiers jusqu'à le jour que j'ai perdu cette flamme. La flamme, l'envie, je l'ai perdu. Je l'assume, aujourd'hui 50 ans, je n'ai plus la force de faire partir les jeudis, mercredi Champions League, mardi, mercredi Champions League, jeudi Europa League, vendredi, samedi, dimanche, que c'était le week-end du championnat, donc on n'avait pas de vie de famille, que football. Et c'est vrai que les premières années de mon fils, je ne l'ai même pas vu passer. Donc c'est là que, au moins pour te dire mon cas personnel, si je peux tenir avec tous ces directeurs sportifs, parce que pour eux, d'avoir quelqu'un de confiance, parce qu'effectivement j'ai travaillé pour les clubs, et de pouvoir être efficace. Tu as sacrifié ta vie pour le PSG. Bien sûr, ah oui, tout à fait. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, je me rends compte de comment j'étais dans une boule. Mais au contraire, on va dire que je le prends du bon côté, heureusement. Et c'est des choses de la vie. Voilà. Et que j'ai eu la chance d'avoir participé aussi. Pour les gens qui cherchent vraiment à comprendre spécifiquement comment ça se passe un recrutement, comment on recrute un joueur au Paris Saint-Germain, est-ce que tu peux expliquer simplement comment ça se passait quand toi tu étais à l'intérieur du club? Par exemple, tu as participé au recrutement de Javier Pastore, tu as participé au recrutement de joueurs comme Lavezzi, comme Cavani. C'est quand même très spécifique la manière dont un grand club va aller chercher un joueur. Quels sont les modus operandi qui doivent être mis en place pour faire en sorte que ça arrive, que le joueur signe in fine? Dans ces noms que tu viens de mentionner, c'est un peu, on va dire, un travail simple. Parce que, simplement, si on choisissait, à l'époque on parle de ces noms-là, et on venait les présenter le projet du Paris Saint-Germain, tous les joueurs ils souhaitaient venir. Donc là, c'était à nous de pouvoir choisir
de faire le bon choix. Ça veut dire que c'était plus à vous de convaincre, eux ils étaient convaincus, mais c'était à vous de faire le choix entre les différents. Voilà la différence. La différence était là. Plus de bien choisir. Et comment on fait le choix, Louis? Explique-moi. Voilà, c'est là. Et c'est ça que je veux savoir. Elle est là la magie, elle est là le secret. Elle est là, c'est normalement, parce qu'il y a eu des cas que ce n'était pas le cas, mais c'est un choix entre l'entraîneur, les directeurs sportifs, les chefs de recrutement ou la personne de recrutement. C'est ces spécialistes qui doivent choisir. Et à partir du moment que c'est... Ça veut dire que vous déléguiez énormément. Ça veut dire qu'il n'y a pas une seule personne qui prenait la décision tout seul. C'est ça que je veux dire. Parce que souvent, au Paris Saint-Germain, nous, on pensait ça. De l'extérieur, ça se voyait que l'émir avait envie d'une star, il la prenait, ou le directeur sportif avait choisi. Un jour, le Qatar décidait de donner le pouvoir à ce mec-là, et c'est lui qui faisait tous les transferts. Non. En tout cas, tous ces choix-là, ça parlait beaucoup, mais c'est une décision en commun. Décision en commun. Discuter en interne, mais et moi-même, c'était moi qui allais superviser, aller faire le contact. Le président, il va pas y aller avant de la signature. Le président est là pour la conférence, pour la présentation, les maillots, quand tout est fait. Oui, c'est ça. C'est là qu'il rentre en action le président, c'est lui. Mais après, avant que tout ça, il y a un travail. Et c'est là, ma partie, il était avant. Et la décision finale, elle se prend comment? Vous vous donnez tous rendez-vous à 11h du matin au café, tout le monde ensemble? C'est un peu comme dans n'importe quel club. Ok. Déjeuner au club, réunion au club, peu importe les lieux, c'est une décision en commun que tout le monde est d'accord à cette décision. Donc, par exemple, il y a le choix entre De Bruyne, Pastore... J'ai eu cette... De Bruyne, soit c'était Di Maria, ou soit c'était Kevin. Et pourquoi, par exemple, le Paris Saint-Germain a préféré signer Di Maria que De Bruyne? C'est une histoire aussi de négociation. Et parfois, c'est pas parce qu'il y avait les deux, les profils, je parle. Hein, les profils, c'était les deux que Laurent Blanc, c'était à l'époque l'entraîneur, qui souhaitait un profil de cette façon. Mais c'était Olivier Létang, le directeur sportif à ce moment-là. Oui, c'était lui. Mais pourquoi est-ce que c'est plus Di Maria qui est ressorti? Parce que dans la négociation, peut-être c'était finalement plus. Parce que là, c'était... Oui, Olivier Létang, c'est lui qui a négocié les deux. Et malheureusement, il n'a pas pu faire avec Kevin. On va savoir qu'est-ce qui s'est passé. Les deux, c'était égalité. Ce que tu es en train de m'expliquer, c'est qu'à partir d'un certain moment, c'est plus une question de qualité de joueur ou de choix, c'est une question d'argent, de qui va coûter. Non, c'était pas de l'argent, parce que même si tu avais l'argent, tout l'argent, il y a des joueurs qui c'est intransférable. Okay. Barcelone, à l'époque, il voulait Verratti, et ils avaient tout l'argent à mettre, et Paris Saint-Germain, il l'a tenu, et on ne l'a pas vendu. Et nous, ça nous arrivait pareil. Et Di Maria, pourquoi ça a été fait? Parce qu'à Manchester United, c'était impossible qu'il continue. Lui-même, il ne voulait plus retourner. Donc peut-être ça a eu cette action-là d'opportunité, parce qu'il y a eu un cambriolage, qu'il y a eu Di Maria à Manchester United, très difficile pour la famille. Donc, a fait que peut-être ça a basculé, que c'était plus facile à faire un Di Maria qu'un Kevin De Bruyne. Donc voilà, mais je me souviens que même la visite médicale, on l'a fait à Doha, au Qatar. C'est moi-même qui l'accompagnais avec notre docteur à Angel Di Maria. Et on l'a fait là-bas, et on a mis même du temps, parce qu'on n'arrivait pas, Olivier Létang, il n'arrivait pas à se mettre d'accord pour les transferts. Difficile, très difficile. Lui aussi, il a beaucoup évolué, Olivier Létang, dans sa carrière. Oui, mais j'ai eu la chance de le connaître au moment qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain. Et j'ai eu la chance de le connaître, Olivier Létang, de cette époque-là, et Olivier Létang d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut dire, c'est un grand dirigeant du foot français. Oui, bien sûr. Tu m'as parlé du fait que tu as accompagné Angel Di Maria du côté donc du Qatar pour faire la visite médicale. Il s'est passé comment ce transfert à ce moment-là? Est-ce que tu l'as accompagné du début à la fin? Tu étais en contact avec lui tout le long du processus du transfert? Tu as laissé la main? Quand est-ce que tu laisses la main au dirigeant, à un autre dirigeant, et pour ensuite peut-être aller sur un autre dossier? Ou quand tu l'as accompagné du début à la fin? Explique-moi. Du début à la fin. Pour être honnête,
très simple. C'était Olivier Letang, directeur sportif. Lui, il a mené les négociations avec Manchester United, avec son agent. Et moi, c'était à côté d'Angel Di Maria, comme on a fait, par exemple, c'était décidé par les clubs de faire la visite médicale à Doha, au Qatar. Donc, c'est moi-même qui accompagnais Angel au Qatar pour faire la visite. Donc, c'était tous les deux. Bien sûr que lui, c'est le poste de directeur sportif, c'est la responsabilité à lui. C'est pour ça que c'est un travail en équipe, on parle. Oui, c'est un vrai travail d'équipe, effectivement. Je ne pouvais pas me mettre à parler avec son agent, que même son agent, je connaissais bien, mais j'ai laissé la place, chacun à sa place. C'est important, hein, dans des grands clubs, de savoir rester à sa place. Exactement, et c'est là que peut-être une de mes qualités, c'était ça. Toujours, je suis me adapté à ma place et pas y aller dans les scènes, non, dans la, comment dire, parce que c'est vrai que parfois ça fait perdre un peu la tête Paris Saint-Germain. Et j'ai eu la chance un petit peu de rester les pieds sur terre. Pourquoi ? Parce que tout est beau. Il faut dire la réalité. Les agents, ils viennent, tu les appelles, ils viennent à l'endemain. Tout est à tes pieds. Ce n'est pas la réalité du football. Tout le monde veut Paris Saint-Germain. C'est un peu ça aussi au moment que je sors du club, que je retrouve la réalité de la vie. J'avais perdu un peu les difficultés. Donc, tu es dans un monde où tout le monde te dit oui, quoi. Exactement. Ah oui, tout complètement. Et comment on fait pour vivre dans un monde sans limite ? Ça doit être violent, parce qu'on te dit tout le temps oui partout, et puis après tu arrives et derrière tout le monde dit oui ah bah oui, Luis Ferrer il appelle, il veut signer le joueur, magnifique, on est copains, viens on va manger un morceau, bras dessous, machin bazar, et quand tu repasses de l'autre côté, bah tu vois les portes elles sont plus aussi ouvertes. Tout à fait. C'est là la force, je pense, j'appelle toujours à cette éducation. Ça revient les valeurs, que c'est très important. C'est là qu'aujourd'hui j'accompagne des jeunes joueurs et que je suis par rapport aussi à cette importance de finir l'école, que ne soit pas le football, que tout, que aussi il y a quelque chose d'éducation. C'est très important pour eux, très très important pour les joueurs de les faire comprendre la réalité. Parce que sinon, maintenant, au contraire, on l'aspire de la réalité. Et à la fin, on le fait mal. Parce que le joueur, il est tellement abstrait de toute la réalité qu'il finit sa carrière. Et j'ai eu malheureusement des amis, des gens de football qui ont fait une belle carrière qui sont très mal finis maintenant, que tu ne peux même pas imaginer. Parce que c'est ça que je souhaite, de lui faire comprendre, de ne pas lever les pieds sur terre, qu'il reste le joueur toujours sur les pieds sur terre. On va venir notamment à cette question dans ton rôle d'agent, parce que forcément, le transfert que tu as fait d'un jeune joueur de 19 ans, une pépite française en Arabie Saoudite, a suscité beaucoup de questions. Mais juste avant, je voulais te demander justement sur ton aspect de recruteur. Cette fameuse position du numéro 10, tu en as parlé tout à l'heure en début d'émission, c'est en train de se raréfier. Il y a de moins en moins de vrais numéros 10 comme Javier Pastore, dont tu as été issu, tu as été à la base du recrutement. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, justement, cette position-là, elle existe de moins en moins chez les plus grands clubs ? Simplement par rapport à la demande de jeu aujourd'hui. Le jeu aujourd'hui, si tu n'es pas une intensité, un pressing, si tu n'as pas... Si tu joues avec un joueur de moins, c'est le numéro 10 qui ne va pas te travailler, tu donnes beaucoup d'avantages. Et donc les entraîneurs, ils ont bien compris. Donc les entraîneurs, ils veulent que le joueur, l'aspect défensif. D'accord. Donc c'est là, c'est très simple. C'est une histoire, les foot changent. Ça devient un petit peu moderne. Si vous voyez les mondiales il y a 20 ans, comment c'était les rythmes de jeu, et tu vois aujourd'hui, mais voilà, donc c'est simplement l'intensité. Pour moi, c'est le mot que je dois te répondre, c'est le mot intensité qu'aujourd'hui les entraîneurs ils veulent mettre un rythme différent. Alors on l'a dit, tu as travaillé aux côtés de directeurs sportifs complètement différents, Omar Da Fonseca, Olivier Letang, Alain Roche, Patrick Kluivert, évidemment Antero Henrique, ça on y vient dans quelques instants.
Qui est celui qui t'a le plus impressionné? Chacun son profil. Tous des profils complètement différents. Oui, mais tu as bien un que tu préfères. Omar Da Fonseca, c'était lui qui m'a reçu en l'année 96 quand je suis venu jouer au football. Donc avec lui, c'était quelque chose de familial. Mais là, on parle de professionnalisme. Donc on doit changer, on doit mettre ça de côté. les mettre de côté. Donc j'ai eu la chance de se passer très bien avec tous. Et je pense que si c'est passé bien, c'est comme j'ai dit tout à l'heure. À partir du moment que quelqu'un mouille les maillots, comment tu vas? Mais après, il y a eu des directeurs sportifs qui travaillent en solo, qui fait leur opération en solo, et il y a des autres qui travaillent plus en équipe. Donc voilà. Après, oui, j'ai eu une préférence, c'est vrai, je peux l'assumer parce que c'est lui qui m'a même surpris parce que il arrive en 2017, il s'appelle Antero Henrique, et au moment qu'il me convoque dans son bureau, parce qu'il prenait la clé de la Ferrari, c'est lui qui allait piloter cette machine, je m'attendais j'allais être plutôt viré, parce que il y avait un attaquant, si je ne me trompe pas, il s'appelle André Silva, un attaquant de Porto. Comme il était en fin de contrat, je voulais me le faire venir à Paris. Donc, je voulais le voler un jour. Donc, j'étais plus dans cette expectative qui va me virer parce que je lui fais la guerre. Et à la fin, au contraire, c'est très, très bien passé. Donc, après, je puis le connaître. Professionnellement, c'était un monsieur de football. Oui, et puis c'est un directeur sportif aussi assez mystérieux, assez énigmatique, qui était notamment un ancien journaliste. C'est intéressant de le signaler. Puis surtout quelqu'un qui a réussi à faire grandir son réseau petit à petit, qui a vraiment toujours travaillé dans beaucoup, beaucoup de discrétion. Antero Henrique, c'est une personne avec qui tu as notamment construit la prolongation de contrat qui a fameusement fait parler de Kylian Mbappé en 2022. Pardon que je te corrige, non. Les transferts de Monaco à Paris. Oui, ça c'est sûr. Mais après, il y a 2022 avec forcément, mais ça on y viendra un petit peu plus tard. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce transfert était fait avec lui. Quelles sont justement ces méthodes qui, toi, t'ont le plus impressionné? Parce qu'il a fallu quand même beaucoup, beaucoup de temps pour pouvoir arriver à ce transfert. Pour moi, c'était le plus difficile. Pourquoi c'était le plus difficile? Parce que tout à l'heure, on disait que c'était facile le recrutement parce qu'on donne un nom, on y va, Paris Saint-Germain, ils viennent. Mais ce n'était pas ça le problème. Le problème, c'est qu'à l'époque, il marchait le fair play financier. Donc, nous, on avait fait déjà Neymar. Donc, on ne pouvait plus. On ne pouvait plus recruter. Et c'est pour ces motifs-là que c'était très difficile. Et comme j'ai dit tout à l'heure, par rapport au transfert d'Angel Di Maria, qu'on a travaillé en binôme avec Olivier Letton, dans ces cas-là, c'était la même chose. La même chose avec Kylian Mbappé, avec Antero Henrique, on a travaillé tous les deux en binôme. C'était moi la personne de terrain, oui, et c'était lui l'intelligence de maîtriser, d'amener ça. Parce que quand même, on a fait plusieurs réunions avec notre président de l'époque. Donc c'est lui qui devait tout mettre en place. Ce qu'on m'a dit surtout, c'est que tu étais très proche de la famille Mbappé, qu'à un moment donné, tu as aidé véritablement à arrondir les angles pour faire en sorte que le transfert aboutisse. Oui, tout le monde. C'est-à-dire que oui, ok, c'est Antero Henrique, la personne qui a amené tout, la tête pensant, oui, mais on a eu la chance d'avoir Unai Emery, qui a fait très bien son travail. Donc c'est là que on était une équipe. Unai Emery, c'est au moment qu'il lui donne la garantie qu'avec lui il va jouer titulaire. Je n'ai jamais vu dans mon histoire un entraîneur qui lui promette, qui lui donne la parole à un joueur d'être titulaire. Ça n'existait pas. Moi, en tout cas, je n'ai jamais. Tous les entraîneurs ils disent si tu joues, si tu gagnes, si tu montres, si tu fais les choses bien. Là, il a été clair. Là, il était clair.
Bon, c'est ça aussi qu'on l'a aidé avec Antero. On lui a dit à Unai, tu dois dire ça, parce que sinon il va à Real Madrid. Ouais, Parce que Real Madrid, il ne l'a pas donné. Voilà, mais c'est des petits détails, des choses que c'est ça mon travail, de connaître ce type d'informations. Tu penses que sans toi, Kylian, il serait jamais allé au Paris Saint-Germain? Non, je ne peux pas dire ça. Si je dis ça, non. Non, mais tu peux le penser. Non. Même je ne le pense pas parce que je travaille toujours en équipe. Ok. Donc on était 2 personnes à amener ça. Mais si on n'avait pas les soutiens de l'époque de notre président, on n'aurait pas pu le faire parce que même en interne, il souhaitait que je lâche l'affaire. Et pour moi, c'était hors de question. C'était le seul moment. C'était quelque chose qu'on ne pouvait pas rater. Si pour moi, on ratait ce transfert, aujourd'hui, j'aurais un regret énorme. C'est quoi le lien spécial que tu avais avec la famille Mbappé? Les gens, ils t'aimaient bien, ils s'entendaient bien avec toi, il y avait quelque chose qui faisait la différence par rapport à toi et en contrepartie évidemment de ce que tu proposais. C'est quoi en fait? Je pense que ça sortit naturellement. Et voilà, encore une fois, à partir du moment que quelqu'un vient avec les intentions saines, claires, transparentes, donc c'est normal que c'est bien passé à l'époque, très bien passé. On a réussi de faire le coup, même si c'était tout long d'un été. Mais il y a un moment donné où tu t'es isolé du côté de Monaco, je me rappelle cette histoire. Oui, parce que oui, tout à fait. Tu es resté là-bas, tu étais missionné. C'était mon objectif, il était là. Je laissais tout de côté pour être et mon épouse toujours, il raconte qu'il s'est venu, c'était à Nice. Et je ne suis même pas fait le déplacement de Monaco, qui est à côté, à Nice. Je l'ai fait venir à l'hôtel où j'étais. Donc, je l'ai vu une après-midi. J'ai passé une après-midi, mais après, ils sont retournés. Donc, c'était pendant les vacances. Mais donc, tu restais... comment ça s'est passé? Tu restais pendant 1 mois à Monaco, mais tu étais au bar de l'hôtel et non, pas autant, mais parce que c'est-à-dire qu'on avait de travail à Paris aussi, donc je faisais des allers-retours entre Paris et Monaco. Mais c'est-à-dire que si j'avais un jour off, que là-bas, ça n'existait pas un jour off, ni une heure off, mais c'était pour partir et être prêt de comprendre la situation. Mais clairement, comment ça s'est passé? Ça veut dire Antero t'a dit, il faut aller... non. Il faut aller pendant 1 mois à Monaco et tu restes là et tu essaies de convaincre. C'est des choses qu'on maîtrise quand on travaille. Et tous les deux, on met en place des choses que c'est le travail. C'est des choses naturellement qu'on sait comment on doit faire. Non, mais j'essaye d'aider aussi les gens qui nous regardent, de comprendre comment ça s'est passé, l'histoire de ça. Mais je ne peux pas expliquer les méthodes, parce que sinon... J'ai aucun problème d'expliquer les méthodes de recrutement, mais sinon ça serait un peu long. C'est des choses naturellement qu'on sait faire. C'est notre travail. C'est ça. Travail. Et je répète encore une fois, je ne suis pas né avec ça. C'est-à-dire que c'était le temps, le travail, l'expérience qui a fait. Ça, c'était en 2017. Mais j'avais plus de 10 ans dans les bagages. C'est-à-dire que, voilà, et même, je me souviens très bien que mes premières 2-3 années, je n'étais pas un bon recruteur. Ce que je voyais, les joueurs que j'avais signalés, ça n'avait pas trop marché. Donc c'est à force aussi, c'est le travail qu'il fait. Quand on a parlé ensemble, tu m'as dit il faut quand même parler en 2022 de la prolongation de Kylian. J'aimerais savoir un petit peu quelle a été ton implication et quel a été ton impact. Non, je dis ça parce que c'est ça que pour moi c'est très important, qu'à ce moment-là, j'aurais pu revenir au club. Donc, en 2022. 2022, je suis parti avant. C'est le Covid qui m'a... Et le Covid, il m'a enlevé de sortir de cette bulle. Il m'a fait voir la réalité de la vie. Donc, et je me suis rendu compte que j'étais en train de passer à côté complètement de ma vie familiale, mon épouse, mes enfants, familiales. Je suis né, j'ai la famille en Argentine, j'allais très peu les voir, une fois à l'année, toujours, mais je restais 1 ou 2 jours, parce que peu. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé en 2022, d'avoir la possibilité de revenir
je me suis dit, Paris Saint-Germain n'a pas besoin de Luis Ferrer. Paris Saint-Germain, et la preuve que Paris Saint-Germain a gagné la Champions League et Luis Ferrer. Donc c'est là que pour moi c'est très important. Et que mon choix comme un agent, c'est ça qui me plaît. Aujourd'hui, il me plaît pourquoi? Parce qu'il y a un plus besoin du côté des familles des joueurs que côté club. Les clubs, ça y est, ils sont formés. Mais il y a un besoin, vous n'imaginez pas. Terrible. Catastrophe. C'est une honte encore. Je le répète, là on est en 2025 encore. Et ça arrive aujourd'hui. Parce que pourquoi? Parce que c'est normal. Pour moi, c'est très simple le football. Mais je comprends tout à fait. C'est là que je me rends compte pourquoi il y a autant de parasites, les personnes les plus mauvaises dans le monde, ils viennent au football. Mais j'ai compris. C'est qu'ils peuvent embobiner facilement les familles. Hein. Et à partir du moment que tu rentres dans une famille de footballeurs, tu fais ce que tu as envie de faire. Et tu fais comme tu veux. Même si tu ne comprends rien au football, mais tu fais croire à les familles que tu es l'homme important. Tu les donnes à... Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si, bien sûr, très bien. Et c'est là que j'ai affronté, quand j'étais du côté Paris Saint-Germain, des agents que je disais comment c'est possible que cette espèce de tordu qui ne me parle même pas du projet, qui ne me parle rien, la seule chose qui l'intéresse c'est la commission à lui qui va se mettre dans la poche. Donc c'est là que c'est ça, ce monde-là. Donc là, je me bats pour ce type de gens qui sont complètement rien à voir dans le foot. Et c'est là que je me suis dit, je vais continuer à faire ce travail pour aider les familles. C'est tout, simple. Non, mais c'est plus clair maintenant parce que je me demandais souvent pourquoi est-ce que, après avoir vécu tout ce que tu as vécu au Paris Saint-Germain, tu n'as pas tout simplement... Tu aurais pu choisir la solution de facilité, reprendre un club tranquille. Non, tu as décidé de te lancer comme agent. Comme agent, que oui, je l'assume et je le reconnais, très difficile. Parce que je n'ai même pas imaginé ce monde de... Mais bon, je fais... Et peut-être c'est la grinta d'un joueur, un milieu qui m'a sorti et j'ai réfléchi comme un vestiaire. Je ne veux pas laisser tomber. Je ne veux pas avoir peur. C'est ma vie. C'est comme ça. Et je ne veux pas laisser la place à tous ces types de gens que eux, aucun scrupule, comme on appelle, aucun honte de voler, de faire ce qu'ils font à ces jeunes familles. C'est des familles de joueurs qui ne savent pas ce monde où ils mettent les pieds. Et c'est normal. C'est normal qu'ils peuvent carrément, ils peuvent les comme une ceste. Ils peuvent les yeux fermés. Oui, pardon. Mais non, mais je comprends très bien. Mais par contre, tu vois, ce que tu dis, moi, je le conçois et j'arrive vraiment à le comprendre. Mais parfois, je me dis, il y a un peu une différence entre ce que toi, tu dis en parole et les gestes et les actions. Parce que vous avez signé du côté de Neom SC un joueur de 19 ans, forcément, qui avait des opportunités d'aller au Paris FC, d'aller dans d'autres clubs, etc., quelque part, tu vas pas me dire que tu vas en Arabie Saoudite. Bravo, Sacha. Tu vois ce que je veux dire, pour le plaisir des yeux. Vous y allez pour l'argent. Bravo. Et Sacha, regarde, c'est la première fois que j'ai fait un entretien, un interview que je fais public, ce que ça m'arrivait. C'est la première fois aussi que ça m'arrivait, ce transfert. Pourquoi? Parce que, et je vais faire même public, parce qu'effectivement, le joueur, il s'appelle Simon Boabré. Pour moi, c'est une des pépites, un des meilleurs joueurs. Comment, au moment que je suis allé pour Kylian Mbappé, que lui, ça va être quelque chose top, je dis la même chose pour Simon Boabré. Qu'est-ce qui s'est passé? Même moi, j'ai travaillé une proposition de Marseille, une proposition de Paris FC. Mais pour moi, c'était hors de question d'aller plus loin avec Neom. Okay. Les travail également que j'ai fait, ce n'est pas pour moi ou pour ma poche. Le travail, c'est pour la famille et les projets sportifs. Et là, je le fais même public parce que les papas et la maman de Simon Boabré, c'est un jeune joueur, que la décision est prise par la famille.
La famille, je l'ai fait public parce que c'est remarquable. Hein. Je l'amène les 2 propositions. Ils n'avaient même pas vu, au moment qu'ils ont choisi d'aller à Neom, en Arabie Saoudite, ils n'ont même pas vu la proposition économique. Ce qu'ils ont choisi parce qu'ils ont fait un entretien, on l'a fait nous-mêmes avec l'entraîneur Christophe Galtier. Exceptionnel, Christophe Galtier. Avec les CEO, Saad, les CEO de Neom. Exceptionnel. Et c'est ce projet qui a pris. Et le projet, c'est quoi? De jouer tous les matchs. Et aujourd'hui, Simon, il joue tous les matchs. Donc la décision finale, ce n'était pas la mienne finalement. Parce que pour moi, je dis, oui, je l'assume, je dis, et je l'ai fait publiquement, Marseille ne se refuse pas. Et c'est un directeur sportif adjoint du Paris Saint-Germain qui le dit. Bien sûr, bien sûr. Marseille ne se refuse pas. Non, parce que de la façon comment... On a le titre de la vidéo, je te le dis. Hein. Très simplement. Bien sûr, oui. C'est incroyable. Tu peux les mettre parce que je les pense, à partir du moment qu'il y a Mehdi Benatia et l'entraîneur, ce n'est pas l'entraîneur qui a commencé hier, qui ont fait les nécessaires et ils font... De la façon comment ils ont présenté les choses, moi je dis à la famille, il faut aller là. On ne peut, moi je ne peux pas, mon choix et même pas, attention, Paris FC, oui, Paris FC il a fait le travail comme il faut. Tout était les 2, on avait 2 options mais très 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 bonnes possibilités, mais ce n'est pas moi qui ai choisi. Et la preuve encore une fois que mon travail doit se faire, pas une décision personnelle, ça doit se faire comme la preuve actuellement, c'est faire avec la famille, avec les joueurs, que lui décide. Ce n'est pas comme ils font tous ces agents qui vont où ils payent mieux la commission. Je l'assume, je l'ai dit publiquement. Oui, s'il n'y a pas la commission, on va pas. Toi, tu t'en fous de la commission? Moi, je m'en fous de la commission. À 50 ans. Non, mais tu peux dire, c'est pas vrai, tu peux pas dire ça. C'est la vérité que quand même tu dois vouloir gagner non. C'est ton métier. Oui, mais ça, c'est normal qu'il vienne la commission. Mais attention, je dis pas que Toi, tu me dis comment que je ne prends pas la... Non, je ne refuse pas la commission, non. Je parle que d'abord... Tu réfléchis pas en fonction de l'argent que toi, tu vas percevoir. Mais bien sûr, et c'est ça la différence. C'est ça. L'histoire que maintenant... Tu sais, là où ça m'emmerde un petit peu, parce qu'aujourd'hui, ils vont m'écouter et ils vont avoir les mêmes discours. Parce qu'aujourd'hui, ça n'existait pas, ça. Mais après, la concurrence, parce que oui. Ah, donc tu penses que tu as créé quelque chose de nouveau dans ce milieu? Oui, ouais. Okay. Parce que pendant que j'étais dans ces côtés-là, on appelle ça des côtés de bureau, côté club. Et les agents, ils venaient me voir. Et d'abord, c'était la commission. Se mettre d'accord, d'abord avec la commission. Après, je peux comprendre, hein, parce que si tu ne te mets pas d'accord avec la commission, tu ne touches pas, et c'est l'argent, donc tu donnes la priorité à l'argent. OK. Mais il faut être clair. Parce que quand ils venaient avec les familles, ce n'était pas ça le discours. Donc je voyais la 2 faces. Aujourd'hui, ma face, il est... entièrement, je le fais public avec toi, avec l'agent, avec la famille et avec tout. D'abord, donne-moi le projet sportif. C'est moi qui connais du football. C'est moi qui sais que l'entraîneur va jouer ou il ne va pas jouer. Si Simon Boivray il est parti à Neom, c'est parce qu'il y avait un entraîneur qui s'appelle Christophe Galtier, qui pour moi c'est un entraîneur top au monde. Donc, il n'y a aucun problème. S'il n'était pas là, peut-être je n'aurais pas validé. Voilà un petit peu pour être clair. Oui, et puis surtout, ce qui est bien, c'est que maintenant, on a vu que ta société se spécialise dans les très jeunes joueurs. Tu as par exemple un international U17 français qui a participé à la Coupe du Monde récemment, Batola, oui, qui est quand même un vrai talent en France. Parce que malheureusement... C'est une plus-value aussi que tu as de savoir ce que tu as fait pour recruter les joueurs, les jeunes talents, pour justement les clubs comme le Paris Saint-Germain. Maintenant, tu le mets dans ta société. Mais malheureusement, je n'ai jamais pu imaginer que j'allais... m'asseoir avec un jeune joueur et les familles de 15 ans. Mais jamais. C'est pour ça que j'ai trouvé des choses nouvelles.
si je ne me sois pas à 15 ans avec des jeunes joueurs, à 17 ans, ils sont avec un agent, ils sont tout bloqués. Tu ne peux même pas rentrer parce que si tu appelles à quelqu'un, tu as la menace de suite dans ton téléphone, qu'on va tout ce que la violence que tu peux imaginer dans le football, tu n'imagines pas. Donc je ne peux pas accepter que quelqu'un rentre dans ce type de choses. D'aller, c'est la violence complètement de côté. Rien. Et aujourd'hui, ça existe, c'est des violences. Donc je dois me manifester à 15 ans. C'est pour ça que j'ai dû me positionner pour Chris Batola. Mm-hmm. Et heureusement, sinon c'est impossible. Mm-hmm. Et après, c'est ça l'histoire, que tu dois négocier, même si je fais d'intermédiation. Cet été, j'ai envoyé quelques joueurs au Qatar, intermédiation. Mm-hmm. Avec ton ancien ami Antero Henrique. Non, parce que oui, c'est un ami, mais c'est-à-dire que parce que le joueur, parce que le club de Qatar, bon, mais l'histoire que j'ai dû présencier, et j'ai vu des choses que je n'ai pas envie on va dire, de travailler pour les autres. Donc là, je dois me focaliser que le joueur soit dans mon agence, parce qu'on va faire quelque chose de naturel, de quelque chose de sain, de transparent. Mm-hmm. De transparent. La preuve qu'aujourd'hui, que c'est fait, Simon Boivray, mm-hmm. ses parents, c'est pour ça que je parle publiquement. Mm-hmm. Ce type de choses, tu verras qu'avec les agents, publiquement, c'est rare de trouver. Ils cachent. Mais bien sûr, ah oui. Mm-hmm. Ah oui, c'est double jeu. Et même les contrats, et même on ne montre pas tout. Et c'est là que je fais mon choix, mais à 50 ans. Mais il me reste peu de temps maintenant, ça y est. Mm-hmm. J'ai donné ma vie d'un côté, et là, c'est la fin. Et j'essaye de le faire bien. C'est tout. Tu as le sentiment d'être à la fin de ton parcours dans le milieu du football ? C'est-à-dire qu'il faut assumer quelque chose. J'ai une énergie qu'aujourd'hui, mm-hmm. c'est la même que j'avais en 2004, quand j'ai mm-hmm. commencé avec l'OGC Nice. Ouais. J'ai fait une année recruteur à l'OGC Nice. La même énergie que j'ai à l'époque, je l'ai aujourd'hui. Mais je sais que je ne sais pas combien de temps ça va durer. Parce que c'est ça. Soit je travaille et je dois me sentir de cette façon, sinon c'est fini. Mm-hmm. C'est fini. Voilà pourquoi je ne sais pas combien de temps ça va me durer. Mais si je travaille, c'est à 1000%. Je ne peux pas travailler essayant de faire... Non, je n'ai jamais triché et je ne vais pas le faire maintenant. Si tu devais revenir en arrière, quel est le transfert que tu dis « je ne le ferai plus jamais dans ma carrière ». Celui-là, je le regrette. Tu sais que je n'ai pas de... Ne me dis pas que il y en a bien un que tu te dis oh, celui-là, c'était vraiment un flop. Hein. Ah, tu l'as raté, celui-là. Oui, peut-être j'y vais à l'époque avec Omar da Fonseca qu'on avait fait Daniel Bilos, un joueur de Boca Juniors. Mais finalement, ce n'était pas un flop non plus. Il a fait une année, ça n'a pas marché, on va dire. Mais je n'ai pas eu de Daniel Bilos, mais une personne adorable. Mais comme j'expliquais, c'est plus nous les problèmes qu'on n'avait pas les structures pour faire venir un Sud-Américain. Donc je ne peux pas lui dire à lui la faute. C'est plutôt nous. Au Paris Saint-Germain, tu as que des réussites, Luis ? Si tu des flops comme ça... Quelqu'un où tu dis, lui, j'aurais pas dû le prendre. Parce qu'imagine toi-même. Compliqué. Parce que Lavezzi, excuse-moi, mais à part manger de la bonne viande, oui, voilà, mais, et faire la fête, parce que je sais que c'est ton restaurant préféré, le Volver à Paris. Oui, mais c'est ta cantine. C'est vrai. Mais oui, mais mis à part aller manger là-bas, aller faire la fête dans les plus belles boîtes de Paris, qu'est-ce qu'il a fait, Lavezzi, à Paris ? Mais c'est là que pour moi, ce n'est pas un flop, parce que un vestiaire, les vestiaires, comme lui aussi, il a créé cette union entre les Sud-Américains et lui. Parce que c'est lui qui invitait à Volver, par exemple. Ouais. Il y a la photo où il y a David Beckham qui était là. Ouais. Dans un petit restaurant, c'est une cantine. Hein. Il y a la photo à l'étage que le propriétaire Carlos il dit toujours les toilettes, c'est à côté de la photo de Beckham. Donc voilà, c'est l'histoire. Et grâce à ça, donc, c'est pour ça que je ne peux pas appeler un flop.
il y a tout un... Le vestiaire aussi, ça tient compte. Et le transfert que toi, tu estimes être le plus incroyable, que tu peux me raconter l'histoire d'un transfert où tu dis, ça, c'était vraiment incroyable, il faut que je le raconte. Non, bien sûr, ça m'a resté à vie. Les transferts de Kylian Mbappé, pour moi, c'était exceptionnel. Parce que ce n'était... Oui, parce que ce n'était pas une histoire d'argent. Ce n'était pas une histoire d'argent. L'argent, c'est comme... Même si tu as illimité, mais c'était légalement. On n'avait pas le droit. C'était le fair play financier, donc il ne fallait pas être homologué. Donc, impossible à faire. Et c'est pour ça que c'est pour moi incroyable et on l'a fait. Oui, vous avez trouvé la formule du prêt avec obligation d'achat. Ah, bravo. C'est bien parce que je ne voulais pas le raconter, mais c'est public. Donc, Oui, il n'y a rien de secret. On en a parlé avec Vadim Vassiliev, qui était le premier invité de l'émission. Vadim, tout à fait. Il nous a expliqué aussi comment ça s'était passé. Et il m'avait dit que c'était des nuits sans sommeil, que c'était très compliqué. Tout à fait, exactement. Lui, il a vécu du côté Monaco et nous du côté Paris. Mais si tu as pu discuter avec lui, il va te dire que c'était trouvé. Nous, on avait la capacité, je n'ai pas les montants exacts, mais 28, 30, je ne sais pas, millions qu'on avait, que ça nous permettait. Donc, on a mis ces sommes-là et... L'année d'après, si... C'est ça l'astuce d'avoir trouvé. Je ne sais pas ce que tu as dit, Vadim, mais je veux parler. Ouais. Si Paris Saint-Germain ne descendait pas en Ligue 2, automatiquement, il y avait la clause, et automatiquement, il faisait partie de l'effectif. Et c'est là où ça tombait pour les budgets d'après. Voilà, parce que tu ne peux pas mettre des conditions liées au temps de jeu. Voilà, il y avait plein de choses légales que ça met du temps, même si nous, on donne les idées, mais après, légalement, donc c'est très... Donc voilà, pourquoi c'était un transfert que je pense à tous, ils nous sommes marqués, ce transfert. Et toi, quand tu as parlé avec Faiza, parce qu'on a contacté également Faiza Lamari, elle pourrait venir éventuellement cette saison, ou alors avec son papa, Wilfried, Mbappé, ou même Kylian. Qu'est-ce que tu as senti qui a fait la différence en disant... Allez, le Real Madrid, ils sont capables de mettre 180 millions d'euros, comme nous l'a expliqué Vadim au début de la saison. Mais moi, je vais aller au Paris Saint-Germain parce que je sens que c'est ça. C'est quoi le déclic? Ça a été quoi vraiment le switch? Parce que pour moi, c'est une famille du football. C'est une famille exceptionnelle. Donc à l'époque... Tu as pris par ce biais? Non, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils ont compris qu'ils s'y venaient au Paris Saint-Germain. C'était une étape dans la vie qui après va réussir. C'est passé. Mais l'histoire, c'est qu'avec nous, il allait être titulaire et que l'année suivante, il avait la Coupe du Monde 2018 en Russie. Donc le but, qu'il aille à la Coupe du Monde, qu'il fasse. Et après, il y aura Real Madrid. Donc c'était ça. Et eux, ils ont très bien compris à cette formule. Et finalement, je pense qu'ils sont contents quand même d'avoir fait Paris Saint-Germain. Et ensuite, là, actuellement, ça se paye. Ça doit te rendre triste, je trouve, Loïs, de voir comment ça s'est terminé entre Mbappé et le Paris Saint-Germain. Pour quelqu'un qui a tellement travaillé pour faire en sorte que le joueur, même émotionnellement, personnellement, qui s'est tellement investi pour faire en sorte que ton joueur signe dans la structure dans laquelle tu étais, voir comment ça s'est terminé avec le clash et maintenant ils sont dans les tribunaux, etc., ça doit te laisser un petit sentiment triste quand même. Oui, c'est triste. Je suis d'accord. Je sens un petit peu triste. Mais parfois, c'est comme dans la vie qu'il faut dire la réalité. Est-ce que c'est Mbappé qui a changé? Non. Moi, je pense... C'est pour ça que je ne suis même pas rentré. Honnêtement, c'est comme que... Tu as dit les mots tristes, mais j'ai comme une frustration, je ne sais pas quoi. C'est un gâchis? Que je n'arrive même pas à lire ce qui se passe. C'est-à-dire que je ne souhaite même pas voir. Je sais, et même pourquoi un des motifs que j'ai arrêté de faire la télévision, le commentateur, tout ça, en France. Parce que je me suis rendu compte que la seule chose qui l'intéressait, c'était Mbappé. Et donc, voilà, c'est fini. C'est une très belle histoire, qui pour moi, c'est la plus que ça m'a touché dans la vie, m'a touché au niveau professionnel, ce qu'on a fait. Je les garde comme le meilleur souvenir. Mais là, c'est fini. On doit passer une autre étape, une autre cap dans la vie personnelle.
C'est pour ça que je ne regarde même plus. Je suis, on va dire, concentré et grâce à cette énergie d'aller avec un comme Chris Batola, focaliser à ça, à faire son nouveau contrat, à faire un autre Mbappé. C'est ça, mon ambition, c'est ça. Il est né à Bondy aussi. C'est en 2009, hein. Il est jeune, très... Mais pour moi, c'est ça mon rêve. Donc maintenant, tu vas voir les petits au quartier à Bondy, quoi, dans le 93, dans le 9-3. J'y vais partout. Et c'est moi qui va. C'est pas que c'est moi qui me déplace. C'est Luis Ferrer qui va. Mais là, il n'est pas à Bondy, sinon il joue à 3. Oui, tout à fait, absolument. Qui est un joueur de très très grand talent, grand potentiel. 3, qui fait partie quand même du groupe de Manchester City, le City Group. Donc, bien sûr. Non, c'est là que je suis focalisé. Aujourd'hui, ma vie, elle est là. Ma société, LF 360, elle, de Luis F. Ferrer 360. D'ailleurs, par rapport à ton agence, et on va passer à la dernière question avant d'aller à la sauce, parce qu'on va te mettre dans la sauce dans quelques instants, avec une petite vidéo. Encore. On l'a fait pendant toute l'émission, mais on va le refaire encore une dernière fois. Si, ça va être le cas. À quel point l'image des agents via les réseaux sociaux, elle est importante? Parce que je vois souvent des photos de toi avec Cavani, avec Pastore, avec des joueurs. Je te vois en déplacement, je te vois avec des joueurs. On sent que c'est aussi important, quand on est un agent de joueur, de montrer qu'on est dans la place. Tu vois ce que je veux dire? Qu'on est là où les choses se passent, etc. À quel point, pour construire son image d'agent, c'est important d'avoir, par exemple, un bel Instagram ou des réseaux sociaux qui sont actifs, propres. Est-ce que ça peut vraiment attirer un joueur à signer avec toi? C'est là que je regrette, je trouve que... Parce que ce n'est pas du tout ma vision. Ma vision, c'est pas l'Instagram, c'est pas ce que... Le football, pour moi, c'est une autre chose. Mais malheureusement, si je ne prends pas quelque... Moi, je ne sais même pas faire un historique. Je me sens dans une autre génération. Ça, il faut quand même... Voilà. Et après, tes enfants vont t'en vouloir. Bien sûr, mais c'est là que j'ai une personne qui travaille dans mon agence. Oui, c'est lui qui me fait l'Instagram de la société, de l'entreprise, de l'agence. Et lui, comme il est jeune, il me réclame. Il me demande de faire. Il me demande. Et moi, je vois d'une autre façon. Parce que ce n'est pas ça qui va faire un footballeur. Ce n'est pas ça que Chris Batola, la future pépite, qui va... Parce que Simon Boivray, c'est fait. Ça y est, c'est fait. Donc lui, il va décoller. Bientôt, vous allez voir. Donc, et même, c'est ça l'histoire, que même s'il est en Arabie Saoudite, mais les gens ils ne savent pas que l'Arabie Saoudite... Je suis allé voir les matchs. Il y est pour se développer. Bien sûr, parce qu'il joue. À cet âge-là, le plus important, c'est jouer. À quoi ça sert s'il sera remplaçant, et même s'il est ici à Barcelone, ou s'il est ici à Manchester United, mais s'il est remplaçant, personne ne le voit. Et c'est là, je suis allé voir match à Neom, la ville s'appelle Tabouk, contre Al-Nassr, le club de Cristiano Ronaldo. Mais le club, Joao Félix, derrière l'attaquant, Mané, Coman, Brozovic au milieu. Donc là, la Ligue, automatiquement, et si tu regardes équipe par équipe, c'est pas que je fais la publicité à l'Arabie Saoudite. Non, c'est simplement, c'est un constat. J'ai vu ces matchs. Quelle qualité aussi de niveau il y avait. Donc tu crois vraiment au développement d'une manière générale de la Ligue saoudienne à l'avenir? Dans cet exemple que je viens de donner... C'est pour ça aussi que tu as fait le choix. C'est l'exemple, il est là, parce que c'est facile de parler il y a 6 mois. Mais maintenant qu'on fait le constat, qui joue tous les matchs, et c'est là la connaissance, les savoir-faire, comment on arrive à développer un joueur. Comment on fait? C'est s'il joue les 90 minutes, les muscles, la tête, la mentalité, la grinta, c'est là. Et c'est de cette façon. Donc il va faire 1 année, 2 ans, 3 ans. Il arrive à 22, 23 ans, on verra quel sera son souhait. Donc on va étape par étape. Mais tu ne me feras pas enlever de la tête qu'aujourd'hui, pour les jeunes joueurs, Instagram, par exemple, qui voient des vidéos, des photos d'agents en train de faire des photos et des transferts, c'est quelque chose qui les attire. Et les agents s'en servent pour pouvoir récupérer des pépites. Et c'est là que je regrette qu'il soit comme de cette façon. Parce que ça tombe dans les pièges avec n'importe quel vendeur qui a un bon Instagram. Et les gens,
les familles aujourd'hui, les jeunes joueurs, ils attirent ça. Donc je regrette, mais bon, c'est malheureux. Et c'est pour ça que je dois me mettre aussi avec ma personne qui travaille avec moi, de qu'il me fasse un bon Instagram, qu'il me fasse une bonne, même si je ne lui donne même pas d'importance, mais qu'il s'occupe, qu'il fasse son travail. Donc voilà, voilà ma sensation, que tout ça, au contraire, moi je pense qu'on va dans ça, on fait un peu trop. Les joueurs même, à la place de dormir, à la place de reposer, que tu as fait une journée fatigante, double séance d'entraînement, tu vas passer 1 heure avec ton téléphone pour regarder Instagram. À te reposer. Exactement, va te reposer, tu les gagnes. Mange bien, va te reposer, va dormir, repose-toi, que demain tu attaques tôt. C'est pas que tu as une journée. Donc c'est là que je regrette même cette histoire d'Instagram. C'est trop. Pour moi, c'est trop. Mais ça, oui, je suis d'accord. Tu vas me dire, oui, que je suis de 50 ans, que je suis vieux, que la génération elle arrive. Oui, peut-être. Donc je dois l'accepter et dire que oui, je suis vieux. Oui, je suis une autre génération. Donc je dois, moi, m'adapter à ces nouvelles générations d'Instagram. Monsieur Luis Ferrer, attention, chose promise, chose due, on va vous mettre dans la sauce tout de suite. Alors mon Luis, il est temps de te montrer la petite vidéo. J'ai une petite surprise pour toi. Il y a quelqu'un que je devais te présenter qui s'appelle Hugo Capeller, qui est notamment une personne qui fait partie du groupe Paris United, donc qui connaît assez bien ton histoire. Tu avais notamment fait une interview au Volver d'ailleurs avec Mousse, exactement, qui est quelqu'un que je connais assez bien. Bon, Hugo est également journaliste pour Canal+, donc il te connaît bien, et il avait donc forcément un message à te laisser passer, à te faire passer. C'est une jeune personne qu'à mon avis tu vas apprendre à connaître à travers cette vidéo. Je te donne le téléphone, tu appuies sur play et on en parle après. Salut Louis, petite question par rapport au milieu des médias que tu connais bien, puisque tu as été consultant pour le groupe Canal il y a quelques années sur le Late Football Club. Je voulais savoir comment vous gériez les différentes informations transferts qui circulaient pendant les mercatos du Paris Saint-Germain. Est-ce que ça pouvait accélérer, freiner certains dossiers? Comment vous gériez ça? Et maintenant, comment ça se passe avec ton agence qui représente pas mal de joueurs, ce rapport au monde des médias? Voilà, merci Louis. Merci. Donc évidemment Hugo Capeller, je le disais, qui est tout simplement un journaliste de chez Canal+, qui pose une question assez intéressante. Pourquoi ? Parce qu'en fait c'est une question qui revient tout simplement à la diffusion des informations mercato. Moi aussi j'ai fait l'information du transfert de Simon Boisbré aussi cet été, donc forcément ça m'intéresse. Comment est-ce que tu gères tout ça, les sollicitations des médias, les demandes aussi d'interviews, les informations mercato qui sortent, qui parfois vont pas dans ton sens et vont pas nécessairement te faciliter la vie comme agent. Comment tu gères? C'est là que... comment t'expliquer, parce que c'est très difficile. Hein. Ouais. Parce que pour moi, vous avez vu toute ma carrière comme recruteur, ma vie dans un club, pour moi, ça doit rester top secret. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je continue à faire ça. Mais l'histoire, c'est ça que c'est important. Que aussi les médias, ils veulent savoir. Donc, c'est là que c'est ma façon et ma vision, comment je dois faire, c'est que on ouvre la porte à les médias. Aujourd'hui, comme on est là tous les deux, Simon Boisbré, c'est fait. Une fois que c'est fini. Mais pendant, je ne suis pas quelqu'un qui appelle. Parce que c'est là les amateurs, les agents amateurs, qui pensent parce qu'ils appellent les journalistes pour les mots, parce qu'ils ne maîtrisent pas. Quand tu maîtrises vraiment, tu n'as pas besoin de journalistes. Voilà les journalistes, ni des médias, ni quoi que ce soit. Donc, tous ces côtés-là, comme ils me l'ont fait, comme je suis, comme je vois, quand on m'a transféré des choses que les agents... Et c'est là que je me considère différent à ces types d'agents. Je n'utilise pas la presse. Oui. À aucun moment, je fais appel ni pour ça. La preuve, Simon Boisbré, qui va aller à Marseille, ou qui va y aller à... C'était les journalistes qui avaient la capacité de savoir. Mais ce n'est pas à moi de mentir. Ce n'est pas à moi de dire non,
je ne répondais pas. Pour faire simple, pendant le mercato, je suis concentré déjà que j'ai beaucoup de travail à mes choses et pas à parler. C'est du concret. Parce qu'après, je suis, on va dire, Dis-moi. je vais être, par rapport au travail que j'ai fait, je vais être, si j'ai fait un bon travail. Hein. Non, si j'ai fait un bon travail, ouais. Ça va savoir après. D'accord. Tu veux dire que toi, tu n'as pas besoin d'être mis en avant par les médias parce que, entre guillemets, une réussite en amène une autre et que, on va dire que ce que tu fais sur le terrain se chargera du bruit lui-même. Exactement. Je n'ai pas besoin de me faire ni la publicité. Non. Je te répète, Sacha, je viens aujourd'hui ici avec toi parce que je te considère un journaliste clean, un journaliste qui veut faire le mieux possible. Tu es un pays du football. Belgique, pour moi, c'est important. Et c'est normal que je dois un petit peu me faire connaître dans les sens. Parce que tout mon passé, même si j'ai 50 ans, mais personne ne me connaît vraiment. Et aujourd'hui, je dois ouvrir un nouveau marché. Pourquoi pas venir en Belgique. Mais c'est tout. Et les fuites, info mercato, etc., est-ce que ça te met en difficulté quand tu fais ton travail? Mais bien sûr, plus c'est ça, mon problème, il est là. Mon problème, les fuites, c'est ça. Parce que j'ai une famille à gérer, j'ai un club à gérer, j'ai une négociation. Donc, il me sort. Donc, c'est là que, pour moi, ça me met plus de difficultés qu'une autre chose. Je ne fais pas appel à la presse. Je ne fais pas... Aucun journaliste en France, que tu connais plusieurs, il peut te dire non, lui, s'il m'appelle à chaque fois, je n'appelle pas. J'ai eu la chance pendant Paris Saint-Germain, et même à ce moment-là, avec Paris Saint-Germain, oui, le club il était fermé à la communication. Mais moi, j'ai parlé, je disais, je préfère vous donner une vraie information avant des conneries que vous dites. Parce que là, ce que vous venez de marquer, c'est complètement faux. Donc, je préfère, je t'appelle moi, je te dis ça. Mais le problème, quand tu commences à faire ça, tu rentres dans un jeu qu'après, il y a un stop. Et ça, donc, c'est là que c'est un peu dangereux de rentrer des données. C'est dangereux, non. Chacun choisit ses méthodes de travail. J'ai posé une question et ce sera la dernière. Donc, je pense que Hugo, la réponse sera claire, non? Non, c'est très clair et c'est très intéressant. Ce que je voulais te demander, c'est une question que j'ai aussi posée d'ailleurs à Vadim Vassiliev à l'époque. Ça concerne tout simplement le facteur décisif ou pas pour faire tomber à l'eau un transfert. Est-ce que si une information tombe avant que le transfert soit fait, est-ce que ça enlève, le club peut se retirer en disant l'information elle est sortie, donc maintenant on n'est plus intéressé? Parce que si un club veut vraiment un joueur, il n'y a pas besoin. C'est bon, et il va continuer, même si l'information est sortie, le club ne va plus dire oui non en fait on n'est plus intéressé si l'information sort. Non. Je n'ai jamais vu ni entendu une histoire pareille, parce qu'il y a une information qui sort qu'un club va se retirer. Non, ça n'est jamais vu, ni même pas entendu. C'est exactement ce que Vadim m'expliquait, parce qu'il y a certains agents qui me disaient, oui, si tu sors une information, même si elle est correcte avant, alors ça va faire casser le deal. Bon, c'est bien que si Vadim il a dit la même chose, parce que je trouve que Vadim il a fait je ne sais pas, quelques années, à Monaco, c'était le président quand même. C'était un poste vraiment important. Donc, je pense que même s'il a fait son chemin avec Monaco et moi avec Paris, même si lui, il était président et j'étais scout, tu vois la différence. Mais à la fin, c'est la même. À la fin, c'est la même chose. C'est le football. En tout cas, c'était vraiment un bonheur de pouvoir parler football avec un ancien joueur, ancien recruteur, ancien dirigeant et maintenant agent, Luis Ferrer, ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain. Merci d'avoir été présent dans En Off, c'est un véritable plaisir. Quant à vous, évidemment, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On espère évidemment que cet entretien vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire et nous dire un peu ce que vous y avez pensé. Le petit like comme d'habitude, abonnez-vous, c'est très important, et puis la petite cloche également. Pour ceux qui sont en podcast, 5 étoiles et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. À très très vite dans En Off pour encore de nouvelles anecdotes croustillantes sur ce monde magnifique du monde du football et des transferts. Ciao, ciao!